Bonjour à tous, bienvenue sur GLS Drive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu dans la suite logique de la vidéo que j'ai faite sur le moteur diesel. Et donc vous vous en doutez, on va parler aujourd'hui du moteur essence. On va parler de son fonctionnement, de ses caractéristiques, de l'évolution des technologies utilisées pour faire fonctionner un moteur essence et puis de pourquoi est-ce qu'en fait il faudrait choisir un moteur essence plutôt qu'un autre type de motorisation. Pour me soutenir un peu plus dans la création de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à commenter en donnant votre avis sur le format, sur ce type de vidéo. Voilà, ça me soutient énormément quand vous réagissez avec les vidéos. N'hésitez pas aussi à les partager, c'est toujours utile. Voilà, ça me soutient énormément en fait. Voilà. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok, @JLSDrive. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos disponibles sur la chaîne. Et puis, je le dis dans chaque vidéo, mais voilà, si vous cherchez une société de production pour réaliser des vidéos pour votre entreprise dans l'automobile, mais pas que, et surtout pas que, donc tous les types de vidéos, des publicités digitales, des films corporate, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon adresse email ainsi que mon site internet dans la description. Je fais un petit disclaimer aussi suite aux nombreux commentaires qu'il y a eu sous la vidéo sur le moteur diesel. Je fais ces vidéos en fait pour essayer de vulgariser au maximum et je ne suis ni mécanicien ni ingénieur. Ça arrive parfois que je dise des conneries. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Voilà, je prétends pas avoir la science infuse. J'essaye de donner le maximum d'informations au maximum de personnes, mais je ne sais pas tout. Donc voilà, si je fais une erreur, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, mais toujours dans le respect et la bienveillance, c'est ça qui est important pour moi. On va commencer par répondre à une première question. Qu'est-ce qu'un moteur essence? Le moteur essence, c'est un moteur à explosion ou à combustion interne qui utilise le carburant du même nom, donc l'essence. C'est un peu le moteur thermique de base qu'on retrouve partout aujourd'hui parce qu'il est plutôt bon à tout faire et il utilise comme carburant la fameuse essence dont je viens de parler, qu'on appelle plus précisément samplon 95 ou samplon 98. Le moteur essence, il peut fonctionner à 2 ou à 4 temps. On va pas parler du 2 temps aujourd'hui parce que c'est une technologie qui n'existe pas ou très peu sur les voitures. C'était sur des voitures il y a très longtemps et voilà. Et ça a complètement disparu d'ailleurs. Mais pour faire simple, le moteur 2 temps, c'est un moteur qui est utilisé sur les petits moteurs, donc notamment les moteurs de scooter 50 cm3 et quelques motos 125, des motos de cross, etc. C'est un moteur qui permet d'avoir un peu plus de patates à cylindrée équivalente et c'est pour ça qu'on l'utilise sur des petites cylindrées. Mais c'est une technologie qui est en train de disparaître parce qu'elle est trop polluante en fait. Quand on brûle l'essence, on brûle de l'huile en même temps et ça émet des polluants qui sont pas du tout bons. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du moteur 4 temps. Donc comme je viens de le dire dans cette vidéo, on va parler du moteur essence 4 temps. C'est celui qu'on retrouve sur 100% des voitures essence donc aujourd'hui. Ce moteur, comme je l'ai dit, on l'appelle moteur à explosion ou moteur à combustion interne à allumage commandé par opposition au moteur diesel dont j'ai déjà fait une vidéo qui est un moteur à combustion interne à allumage par compression. Comment fonctionne un moteur essence? Un moteur essence, c'est un mélange air-carburant qui explose ou qui combustionne pour les puristes dans une chambre et qui crée une force. Cette force, elle s'applique sur les pistons et elle est ensuite transmise au vilebrequin par les bielles, puis à la boîte, aux roues, etc. On va s'intéresser à la combustion justement, donc on reprend les bases, le triangle du feu, un combustible, l'essence, du comburant, l'air et une source de chaleur. Et dans un moteur essence, cette source de chaleur, c'est la fameuse bougie. Il y en a une par cylindre et elle sert à venir enflammer le mélange air-essence à chaque fois que le piston remonte en comprimant ce fameux mélange. Comme c'est un 4 temps, la bougie, elle produit son étincelle toutes les 2 remontées de piston. Les 4 temps, c'est l'admission, la compression, la détente et l'échappement. Le mélange, il est aspiré par la première descente du piston. Il est ensuite comprimé par la remontée, donc le deuxième temps. Quand le piston a fini de comprimer le mélange, qu'il arrive en haut, on appelle ça le PMH, le point mort haut. La bougie crée son étincelle, ça vient enflammer le mélange et la force créée par la combustion du mélange fait redescendre le piston. Donc ça, c'est la phase de détente. Et ensuite, le piston remonte pour expulser les gaz brûlés par l'échappement et donc c'est la 4e phase et ainsi de suite, les cycles recommencent. Le piston il remonte en fait parce qu'il y a de l'inertie, hein. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi il remonte, grâce au volant moteur et puis au poids du vilebrequin. En fait le moteur, la force est créée tous les 4 temps, il n'y a qu'un seul moment où la force est créée mais cette force elle suffit à donner de l'inertie au piston pour le faire remonter et descendre assez jusqu'à la combustion suivante en fait. Maintenant qu'on sait comment ça marche, on va parler de l'évolution du moteur essence. Les constructeurs, ils ont travaillé sur beaucoup de systèmes pour moins polluer et créer des moteurs plus performants. Et ça passe entre autres par les systèmes d'injection d'essence.
Au début, les moteurs ils étaient alimentés en mélange air-essence par un ou plusieurs carburateurs. Pour faire simple, le carburateur c'est un dispositif qui mélange l'essence à l'air à l'aide d'un gicleur pour ensuite l'envoyer dans la chambre. Et pour être plus précis, en fait, c'est la dépression créée par la descente du piston qui aspire le mélange en fait depuis le carburateur vers la chambre de combustion. Entre les années 50 à 70 environ, les moteurs ils sont petit à petit passés à l'injection. Le premier type d'injection, c'était en fait l'injection mécanique. Donc il y avait une pompe qui venait mettre l'essence sous pression dans la rampe d'injection avant que celle-ci soit expulsée par les injecteurs dans les tubulures d'admission puis dans les cylindres. Ce système, il avait l'avantage de fonctionner sans l'intervention de système électronique et c'était un système en fait qui permettait de beaucoup mieux gérer la quantité d'essence envoyée qu'avec un carburateur et qui permet donc d'avoir des moteurs plus performants et moins polluants. Après l'injection mécanique, on est passé à l'injection électronique. Donc en fait, dans une injection électronique, les injecteurs ils sont contrôlés par une sorte de petit ordinateur qu'on appelle l'EQ, donc ECU, et qui utilise les informations de différents capteurs, donc la température, la sonde lambda, le pourcentage de la pédale d'accélérateur, pour injecter la parfaite quantité d'essence nécessaire au bon fonctionnement du moteur. Je viens de parler de sonde lambda. La sonde lambda, c'est une sonde qui est placée dans l'échappement et qui sert en fait à mesurer la quantité d'oxygène restante dans les gaz d'échappement pour adapter précisément le mélange air-essence grâce aux injecteurs. Ça s'appelle la stoichiométrie et en fait ça dit qu'il faut à peu près 1 gramme d'essence pour 14 grammes d'air pour que ce soit parfait. Et donc en fait l'avantage de l'EQ, c'est que si par exemple on monte en altitude et qu'il y a une quantité d'air plus faible dans un même volume d'air, en fait l'EQ va adapter l'injection pour que le moteur fonctionne toujours de façon optimale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire par exemple avec les carburateurs. Le nombre d'injecteurs, il a aussi augmenté avec le temps. Au début, on parlait d'injection monopoint, donc il y avait un seul injecteur qui injectait l'essence dans la tubulure d'admission. Ça fonctionnait un peu comme un carburateur, sauf qu'en fait, ça avait l'avantage d'être quand même plus précis et de mieux contrôler la façon dont l'essence était injectée. Et toujours pour augmenter le rendement et rendre les moteurs moins polluants, les constructeurs sont ensuite passés à l'injection multipoint. Donc là en fait il y avait un injecteur par cylindre, donc qui était au plus près du cylindre dans la tubulure d'admission et qui permettait encore une fois de toujours mieux contrôler en fait l'injection d'essence dans les cylindres. Cet injecteur, donc comme je viens de le dire, était placé dans la tubulure d'admission juste en amont en fait de la soupape d'admission. L'essence elle arrive donc depuis le réservoir et elle est mise sous pression dans la rampe d'injection par la pompe à injection. La rampe, elle sert à accumuler la pression en amont des injecteurs qui injectent ensuite l'essence sur ordre de l'ECU. Les technologies dont j'ai parlé jusque-là, en fait, c'était des technologies d'injection indirecte. Par la suite, les moteurs ils sont passés à l'injection directe pour répondre aux normes toujours plus strictes en matière de pollution. Dans le cas de l'injection directe, en fait, la tête de l'injecteur, elle est placée dans le cylindre juste à côté de l'électrode de la bougie et non pas dans la tubulure d'admission. L'avantage de cette technologie est une réduction des émissions de CO2, mais la création de plus de particules fines, car à cause de ce dispositif, l'essence elle est moins bien mélangée à l'air. La combustion se fait donc moins bien et produit donc plus de particules nocives. Aussi, les pressions d'injection, qui sont en partie responsables de la création de particules toxiques, ont énormément augmenté. On est passé de 3 bars pour de l'injection indirecte à plus de 150 bars pour de l'injection directe. Tous ces éléments mis les uns à la suite des autres résultent d'une volonté des pouvoirs publics d'obliger les constructeurs à émettre moins de CO2 sans regarder autour. Aujourd'hui, les moteurs standards émettent moins de 150 grammes de CO2 au kilomètre, contre plus de 200 pour la plupart des moteurs d'il y a 25 ans, mais ils produisent aussi beaucoup plus de particules fines qui sont très nocives pour nos organismes. Une autre technologie qui est venue augmenter les performances du moteur essence, c'est le turbo. Il a d'abord été généralisé sur les voitures de route avec les moteurs diesel à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais il s'est par la suite emparé aussi du marché des moteurs essence à tel point qu'aujourd'hui on ne retrouve quasiment plus aucun moteur dans la production actuelle qui fonctionne sans turbo. Quand on a un moteur qui fonctionne sans turbo, on parle de moteur atmosphérique. Comme énoncé plus tôt, le moteur il a besoin d'air pour fonctionner. Et la plupart des moteurs essence jusque dans les années 2000, ils fonctionnaient avec de l'air à pression atmosphérique. Le turbo, c'était une technologie qui était réservée aux moteurs de course, aux moteurs de pointe. Mais comme toute technologie qui est d'abord mise en place sur les voitures de course, elle s'est petit à petit transférée en fait vers les voitures de route pour augmenter encore une fois le rendement, l'efficience et puis réduire la pollution des moteurs thermiques. Pour faire simple, le turbo, il permet de rentrer plus d'air dans la chambre de combustion en injectant en fait cet air sous pression. En injectant plus d'air dans un même volume, donc dans la même chambre de combustion, on peut injecter plus d'essence et créer des moteurs qui, pour la même cylindrée, seront plus puissants. Ou alors, on peut aussi réduire la cylindrée des moteurs et créer des moteurs qui auront la même puissance qu'un moteur atmosphérique beaucoup plus gros,
Et ça, c'est ce qu'on appelle le downsizing. En fait, on augmente le rendement du moteur grâce à une quantité d'air supérieure dans la chambre de combustion et donc une quantité d'essence supérieure. Et donc un moteur qui est plus petit et qui théoriquement consommera moins et polluera moins. Comme je viens de le dire, on parle alors de downsizing. Le downsizing, c'est la tendance à réduire en fait la cylindrée des moteurs tout en gardant des performances similaires pour polluer moins. Bon, pour réellement garder les mêmes perfs, en fait, il faut utiliser de l'injection directe. Donc ok, il y a moins de CO2, mais plus de particules fines, ça vous commencez à comprendre. De toute façon, il n'y a aucune technologie qui est réellement parfaite. Le turbo, il utilise la force des gaz d'échappement pour entraîner une turbine et comprimer l'air vers l'admission. Au début, on utilisait des gros turbos qui avaient besoin que les moteurs prennent déjà pas mal de tours minutes, donc expulsent assez de gaz d'échappement pour tourner. On dit alors que le turbo charge au moment où le turbo se déclenche, quand il y a assez de gaz d'échappement qui l'entraîne. Ce delta de temps entre le début de l'accélération et le moment où le turbo se chargeait et donc le moment d'arrivée de la puissance, entre guillemets, ça rendait les voitures assez désagréables à conduire, voire dangereuses. Certaines voitures ont donc été équipées de plusieurs turbos. Il y avait un petit turbo qui chargeait à bas régime et ensuite un gros turbo qui chargeait à haut régime pour donner une plage d'utilisation à la voiture plus grande en fait et la rendre plus exploitable. Ensuite, on a inventé la technologie du turbo à géométrie variable. Donc en fait, c'est un turbo où l'inclinaison des pales varie pour s'adapter au tour minute. Avec une certaine inclinaison des pales, on appelle ça le pas d'une hélice, le turbo arrivait à tourner avec des tours minutes assez bas et ensuite les pales s'inclinaient pour que le turbo puisse continuer à délivrer, en fait, à comprimer de l'air au fur et à mesure que les tours minutes augmentaient en fait. Sur les voitures actuelles, on utilise plutôt des petits turbos qui chargent assez tôt pour éviter d'avoir à prendre des tours minutes parce qu'en général c'est ça qui augmente la consommation. Il y avait aussi le compresseur qui comprimait de l'air mais qui utilisait la force de la courroie de distribution à la place de celle des gaz d'échappement. C'est pas très répandu donc je vais pas m'étendre dessus, mais voilà, vous pouvez toujours vous renseigner et chercher un peu comment ça fonctionne. Pour donner quelques caractéristiques, les principales en tout cas des moteurs essence, un moteur essence atmosphérique, il délivrera moins de couple qu'un moteur turbo et délivrera sa puissance et son couple max beaucoup plus haut dans les tours en fait qu'un moteur turbo. Je vais vous donner un exemple, le 2 litres 16V 180 chevaux qu'on retrouvait sur la 307 par exemple, qui est un moteur atmosphérique, il délivre 180 chevaux à 7000 tours et 200 Nm à 4750 tours, alors que le 1 litre 6 PureTech 180, qui était monté sur la 5008 par exemple, il délivre ses 180 chevaux à 5500 tours et 300 Nm à 3000 tours. Donc c'est beaucoup plus bas dans les tours en fait qu'un moteur à peu près équivalent atmosphérique. Certes, c'est des moteurs qui datent pas de la même époque et je sais qu'il y a plein d'anti-PureTech sur YouTube, mais j'en fais pas la promotion, là je donne juste un exemple. Les moteurs turbo ils consomment moins parce qu'ils sont certes plus efficients que les moteurs atmosphériques, mais aussi parce qu'on a moins besoin de monter dans les tours en fait pour aller chercher une puissance qui sera similaire à son cousin atmosphérique. Les moteurs essence, ils sont aussi plus souples, moins rugueux que les moteurs diesel et c'est encore plus vrai pour les moteurs atmo que pour les moteurs turbo. Ils ont un comportement plus rond, plus lisse, ils émettent moins d'un coup, à condition de les conduire de façon plutôt tranquille. Car sinon, en effet, si on passe son temps à aller chercher des tours, ça peut vite devenir un peu moins agréable d'un coup. Pourquoi acheter en fait un moteur essence? C'est une question qu'on est légitime de se poser. En fait, l'essence, c'est un peu le moteur thermique de base par excellence. C'est le moteur qui sera bon à tout faire. Il sera à l'aise en ville, sur route, sur autoroute. Contrairement à un moteur diesel, il viendra beaucoup moins s'encrasser en ville et il dispose de moins de systèmes de dépollution qui sont réputés fragiles si on les utilise de la mauvaise façon en fait. Après, aujourd'hui, on observe une tendance à quand même transférer les systèmes de dépollution qu'on trouve déjà sur les diesels aussi sur les moteurs essence. Mais si vous achetez une voiture qui a quelques années déjà, les moteurs essence disposent de quand même moins de systèmes de dépollution qui, comme je viens de le dire, sont réputés fragiles en fait que les moteurs diesel. Si vous faites que de la ville, la question se pose même pas. Il vous faut un moteur essence, voire un moteur électrique, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Si vous roulez peu, c'est encore et toujours un moteur essence qu'il vous faut. En fait, c'est vraiment le moteur qui conviendra à tout le monde et qui n'aura pas vraiment de caractéristiques d'usage bien précises comme l'aurait par exemple une voiture électrique qui sera vraiment plus à l'aise en ville ou un moteur diesel qui sera vraiment plus à l'aise sur route et sur autoroute. Certes, il consomme un peu plus qu'un diesel, mais si vous n'avez pas l'usage approprié d'un moteur diesel, celui-ci vous le fera payer en tombant en panne et en consommant d'ailleurs pas forcément moins en fait qu'un moteur essence. Un moteur diesel, il a vraiment besoin d'être à régime stabilisé comme sur route, sur autoroute par exemple, pour être efficient et consommer moins. En ville, un moteur diesel consomme quasiment autant qu'un moteur essence. Alors il y aura des puristes qui vont dire ouais non, moi je fais un demi-litre de moins, peut-être, mais grosso merdo, c'est pas là que vous ferez de réelles économies en achetant un moteur diesel. Donc si vous n'en avez pas l'usage,
il faut vraiment mieux prendre un moteur essence. C'est vraiment un moteur en fait qui conviendra à tous. Et maintenant évidemment, si vous avez un usage bien spécifique, comme un usage purement autoroutier, dirigez-vous vers un diesel. Mais pour quelqu'un qui a un usage qui fait de tout, entre guillemets, avec sa voiture, le moteur essence sera vraiment le moteur le plus adapté. Un moteur essence bien entretenu, il pourra faire beaucoup de kilomètres, un peu comme un moteur diesel. Il faut simplement en prendre soin, l'entretenir correctement, lui laisser le temps de chauffer, pas taper dedans à froid, enfin toutes ces choses de base qui feront que vous garderez votre voiture le plus longtemps possible. Enfin, l'essence, c'est un peu le carburant du sport, le carburant du plaisir. Le son produit par les moteurs essence, il est aussi, pour la plupart des passionnés, un peu plus sympathique que celui produit par un moteur diesel. Et le comportement qui oblige à aller chercher des tours minutes sur une voiture essence, ça les rend un peu plus fun à conduire de manière générale. Je dis pas que le diesel c'est pas sportif, il y en a qui vont rager après ça, mais voilà, en général, une voiture de sport c'est plutôt à essence. Ça veut pas dire qu'une voiture diesel pourra pas être très performante, mais les voitures plutôt plaisir, c'est en général des voitures qui fonctionnent à l'essence. Aujourd'hui, la plupart des voitures hybrides, elles utilisent un moteur à essence couplé à un moteur électrique. Et à mon avis, sous ce format, le moteur essence a encore de longues années devant lui. J'ai parlé tout à l'heure de samplon 95 et de samplon 98, je vais clarifier un peu tout ça. À l'heure actuelle, à la pompe, on retrouve principalement deux carburants, le SP95E10 et le SP98E5. SP, c'est pour samplon. 95 et 98 sont les indices d'octane, c'est pour le pourcentage d'éthanol qu'on retrouve dans le carburant. Le samplon, on appelle ça comme ça car avant il y avait en fait du plomb dans l'essence pour lubrifier les soupapes et maximiser la combustion. Ça a été retiré de l'essence car ça avait des effets néfastes sur certains éléments mécaniques et c'est pour ça qu'on met un additif qui remplace le plomb dans l'essence des voitures anciennes. Et donc aujourd'hui on appelle l'essence le sans-plomb. L'indice d'octane, 95 ou 98, c'est la capacité d'auto-allumage du carburant. Plus il est élevé, moins le carburant risque de s'auto-allumer tout seul avant l'étincelle de la bougie. Sur les voitures de course très performantes, on utilise parfois un carburant avec un indice d'octane supérieur à 100, genre du samplon 102 si je ne me trompe pas. Et enfin, le E10, ça veut dire qu'il y a 10% d'éthanol dans le carburant et E5, ça veut dire qu'il y a 5%. En fait, on a rajouté de l'éthanol pour diminuer un peu le prix du carburant à la pompe. On trouve aussi parfois du samplon 95 E5, donc avec 5% d'éthanol. Et ça peut être un bon compromis parce qu'il sera un petit peu meilleur pour votre moteur car moins d'éthanol que le samplon 95 E10, mais un peu moins cher que le 98 E5 qui est forcément le plus cher parce que de meilleure qualité et avec le pourcentage d'éthanol le plus faible. Théoriquement, un véhicule essence, il peut fonctionner avec n'importe quel type de carburant sans plomb. Maintenant, chaque véhicule aura ses préférences. On entend vraiment tout et son contraire, donc c'est un peu dur de savoir quel carburant utiliser. A priori, on ne peut pas abîmer sa voiture en utilisant du 98 vu qu'il est de meilleure qualité et qu'il contient moins d'éthanol. Maintenant, c'est aussi le carburant le plus cher. On a l'habitude de le dire qu'il faut l'utiliser sur les véhicules les plus performants, comme les voitures de sport, les motos ou les voitures anciennes par exemple, qui ne tolèrent pas très bien un pourcentage d'éthanol trop élevé. Le SP95E10, c'est théoriquement le carburant de toutes les voitures actuelles, qui sont conçues théoriquement pour fonctionner avec ce petit pourcentage d'éthanol. L'éthanol, le problème c'est qu'il est corrosif, donc souvent il attaque un petit peu toutes les durites, et dans d'autres cas, des éléments qui sont beaucoup plus importants pour le moteur. Par exemple, le 1 litre de PureTech, il semblait être conçu pour fonctionner sans problème au samplon 95 E10, mais certaines personnes auraient remarqué que la courroie serait attaquée par l'éthanol contenu dans l'essence à cause du défaut de segmentation présent sur certains moteurs. Pour vulgariser, il y aurait un peu d'essence qui se retrouverait dans l'huile et l'éthanol contenu en fait dans cette essence pourrait venir augmenter l'effet de désagrégement qu'on retrouve sur certaines courroies du 1 litre de PureTech. Cette information forcément elle est à vérifier mais ça semble quand même assez plausible. Pour finir, on retrouve aussi l'E85, un autre carburant conçu pour les moteurs essence. Ce carburant il contient lui 85% d'éthanol, enfin entre 65 et 85 en fonction de la saison, parce que l'éthanol a un peu de mal à faire démarrer les voitures l'hiver, donc on réduit un peu son pourcentage en hiver, et 15% de samplon. Le 85 il coûte surtout beaucoup moins cher, il s'utilise sur les voitures qu'on appelle flex fuel ou conçues pour fonctionner à l'éthanol d'origine. Certains utilisent des boîtiers pour faire tourner des voitures qui utilisent normalement du samplon avec de l'E85, d'autres reprogramment leur moteur et certains le mettent tel quel en fait dans leur réservoir. Beaucoup vous diront que ça fonctionne bien et c'est peut-être le cas, mais moi je dirais qu'il faut quand même prendre ses précautions avant de faire ça car ça peut quand même tout casser. Je dis pas que ça marche pas, je dis que c'est à vos risques et périls. Le boîtier c'est légal, la reprogrammation ça l'est pas vraiment et pour les dommages au moteur, je dirais que comme le boîtier vient détromper le moteur et la reprogrammation carrément changer les cartographies, ça peut pas être forcément très bon. Certains n'auront peut-être aucun problème, mais moi je peux pas m'empêcher quand même de penser que si ça n'a pas été conçu comme ça
par des ingénieurs qui ont bossé des années là-dessus, il faut peut-être éviter. Maintenant, ça pour le coup, je suis ni mécanicien ni ingénieur, j'ai pas vraiment de retour d'expérience sur l'éthanol, donc je pourrais pas vous dire si oui ou non ça peut causer réellement des dommages en fait irréversibles sur votre moteur. Pour conclure, je dirais que le moteur essence, c'est vraiment le moteur le plus polyvalent, le moteur à tout faire. Même s'il devient un petit peu de moins en moins fiable avec les années, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça reste un moteur qu'on fabrique et qu'on utilise depuis plus de 100 ans. Et à mon avis, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il n'est pas prêt de disparaître parce qu'on a atteint des tels niveaux de dépollution et d'efficience des moteurs que je ne sais pas si on pourra faire mieux en fait dans les 10 prochaines années par exemple. Certes, il y a toujours l'électrique et on veut nous vendre de l'électrique, mais l'électrique c'est pas adapté à tout le monde. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre ou d'autres gens s'en chargeront. Si vous avez des remarques à faire ou si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais comme je l'ai dit, toujours dans le respect et la bienveillance. Ça me gonfle les gens qui sont agressifs dans les commentaires, ça sert à rien. Je l'ai dit, je suis pas parfait. Je peux faire des erreurs, mais c'est pas une raison pour être irrespectueux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, ça me soutient énormément. Le petit like et le petit commentaire pour me donner votre avis sur le format. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok pour être tenu au courant en avant-première de ce qui se passe sur YouTube. Et puis comme je l'ai déjà dit, si vous cherchez une société de production vidéo pour votre entreprise, vous trouverez les liens de 458 Films dans la description. Moi je vous remercie encore de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.